Le cubisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mouvement révolutionnaire initié par les peintres Georges Braque et Pablo Picasso vers les années 1907. Influencé par l'art africain, le cubisme donne une vision simplifiée et synthétique du volume et de la forme en peinture et en sculpture. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans votre magazine Zarts. Peintre de rupture, peintre de la démesure, peintre révolutionnaire, Ali Kébé, alias Sadia, peint dans le but de changer les choses pour ses pairs. Il n'est pas dans les normes puisqu'il crée ses propres normes. Quoi de plus normal pour l'artiste qui opte pour le grand format? D'ailleurs, nous sommes présentement à l'ENA où il expose régulièrement ses œuvres. Alors tout de suite, rencontre avec Ali Kébé. Bonsoir Sadia, merci de nous recevoir ici à l'ENA. Je vous souhaite un bonsoir. Merci à Africa 7 d'être venu à mon exposition dans cette prestigieuse école qu'est l'ENA. Alors racontez-nous un peu vos débuts. Bon, disons que j'ai commencé à peindre très tôt, très jeune. Ensuite, je suis allé à l'École nationale des beaux-arts et depuis 1990, je me suis lancé dans la peinture. La peinture, mais dans quel style? Dans un style appelé au tout début de sa création cubisme, créé par Picasso et Georges Braque. Maintenant, moi, à mon niveau, je m'inspire de cette démarche, de cette tendance pour créer ce que je pourrais appeler le néo-cubisme. Mais avant d'en venir, en fait, vos toiles sont de grande dimension. Alors pourquoi avez-vous opté pour le grand format? J'ai opté pour le grand format parce qu'aujourd'hui, Dakar offre de nouveaux espaces. Et ces nouveaux espaces ont été obtenus grâce à la construction de nouveaux édifices qui, à l'intérieur, offrent de grands espaces. Et ces grands espaces ouvrent de nouvelles perspectives pour nous autres, les artistes contemporains. Et en ce sens, il faudrait qu'on s'adapte par rapport à ces nouveaux espaces. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous inspirez du cubisme, plutôt simplement. Dites-nous exactement pourquoi en fait avez-vous opté pour ce courant? Est-ce que c'est une prédisposition innée au néo-cubisme ou bien est-ce que vous avez des références locales par rapport à ce sujet? Le cubisme, créé par Picasso, est en étroite relation avec la sculpture africaine. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit de deux disciplines différentes, peinture et sculpture, dont Picasso a réussi à réunir par le biais de la peinture sur une toile. Ma démarche maintenant consiste à faire une peinture avec un mélange, une jonction, une symbiose de formes et de techniques différentes. Tout ça axé sur la sculpture. C'est-à-dire que le sujet dans cette tendance est la sculpture. Donc, c'est la sculpture que nous prenons comme modèle de peinture. La sculpture sur papier? Bon, plutôt peindre avec la peinture, au lieu simplement de dessiner, ou alors sculpter la peinture, mais à travers une sculpture africaine. Donc, l'inspiration, elle est à son origine basée sur la sculpture réalisée par l'Afrique. Maintenant, la peinture étant une discipline occidentale, on essaye de faire la combinaison des deux pour avoir ce qu'on pourrait appeler néo-cubisme. Et vous avez des références locales dans ce sujet? Oui, les références locales tournent autour de Ousmane Sow, sculpteur. Et mon but, c'est d'être à la peinture ce que Sow est à la sculpture, ou ce que Goudiaby est à l'architecture. Et en ce sens, ils me permettent, ou alors m'ouvrent de nouvelles perspectives par rapport à ces nouveaux espaces qui s'offrent à nous. D'accord. Alors moi, si je regarde vos toiles, je découvre que vous êtes passé maître dans l'art de composer et de recomposer des objets et des corps. C'est un travail vraiment méticuleux qui demande beaucoup de concentration. Donc, quelle est votre méthode par rapport à ça? Bon, disons que la démarche, c'est d'abord décomposer et recomposer. On part de ça. Maintenant, par rapport à l'espace, je fais une peinture qui prend appui aussi sur le dessin. Je ne veux pas faire de la peinture abstraite sur ces grands formats parce que ce sont des édifices publics où viennent beaucoup de monde qui ne sont pas tellement initiés à la peinture. Alors, en ce sens, mieux vaut être dans le formel où les gens peuvent se retrouver, ne serait-ce que reconnaître un pied, une chaîne ou un courroux.
Alors Sadia, dites-nous, que peignez-vous en général? Est-ce que vous vous contentez de peindre l'actualité comme vos pères? Non, je m'inspire de l'actualité. En même temps, je peins la situation de l'Afrique. L'Afrique avec ses mots. J'essaie de parler des problèmes africains. Et disons que ma peinture s'adresse beaucoup plus aux dirigeants qu'aux populations africaines. Donc, dans la peinture que je propose, je ne propose pas des solutions de sortie de crise, mais je considère mes peintures comme étant des peintures qui sont là pour montrer les lacunes d'un système que les dirigeants nous ont proposé des indépendances africaines jusqu'à nos jours. C'est comme un miroir en fait posé le long d'une route que vous essayez de montrer en fait. Bon, disons que j'essaie de peindre la situation de l'Afrique, mais confrontée à des situations difficiles. Difficiles sur le plan politique, difficiles sur le plan économique, mais également difficiles sur le plan artistique et culturel. D'abord, par rapport à la promotion des œuvres, on n'est pas habitué à faire de grands formats. Or, aujourd'hui, ce grand format-là doit s'imposer de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est l'espace qui nous l'offre. Donc, par rapport à la peinture classique qu'on faisait sur chevalet, maintenant, on s'est dit, il est temps d'apporter une certaine rupture par rapport à cette peinture classique et se lancer maintenant dans le grand format. Oui, d'ailleurs, vous nous parlez beaucoup d'espace. J'aimerais justement savoir quel doit être le lien entre l'artiste et l'espace. Pour moi, c'est l'espace qui doit conditionner la création d'un projet. Rompre avec la démarche classique qui consistait à travailler pendant 1 an ou 2 ans dans son atelier, ensuite faire une exposition dans un musée ou une galerie. J'avais besoin de rompre avec cette démarche-là et m'attaquer maintenant aux institutions, parce qu'au sein des institutions, les espaces sont là, mais les peintures ne sont pas là. Donc, il fallait quelqu'un qui puisse faire le trait d'union entre ces espaces et cette demande inexistante. D'accord, en parlant d'espace, je vais vous faire partager, de même qu'avec nos téléspectateurs, un reportage qui a été effectué à l'Institut français portant sur l'architecture et l'art contemporain, une exposition dénommée Archi-Dakar qui s'est tenue à l'Institut français il y a quelques mois. Donc je vous propose de revenir sur cet événement. Le verbe n'empêche pas la mort, certes, mais il sait faire déguerpir la honte. Si nos vers ont une âme, je la sens et la sais devant moi. Différente chaque soir, mais toujours représente, reflétant toutes ces choses qui nous aident à décrire tout ce mal que nos gens dans le noir ressentent. Mon œuvre s'appelle Malixi quand le vide ne suffit plus. C'est une œuvre en fait qui parle de l'école Malixi, qui est classée patrimoine historique depuis plusieurs années. C'est une école qui a 72 ans, une école qui est très bien construite, très belle, qui a une capacité d'à peu près 1000 élèves et qui n'a personne en son sein. C'est une école qui a plusieurs fois été menacée de fermeture. Et les instituteurs, le directeur et en fait tous ceux qui sont passés par là se sont battus pour sauver cette école. Et ils ont trouvé une solution, ils sont allés voir en fait les mendiants qui jouxtaient, en fait, qui traînaient devant la grande mosquée. Et ils ont proposé à ces mendiants de récupérer leurs enfants et de leur donner des cours gratuitement pour un meilleur avenir. Ça aidait les enfants et Malixi, en fait, ça lui permettait de pouvoir fonctionner et de ne plus être sous la menace de la clôture. Moi, Malixi, de la plus tendre de ses couleurs, jaillit de terre pour inculquer à ses enfants honneur et foi, instruction, persévérance dans les défis. Ça ne suffit pas d'estimer qu'un bâtiment il est beau. Il faut effectivement l'estimer à sa juste valeur, estimer qu'il est beau, mais le rendre encore plus beau, c'est-à-dire le faire vivre. Un bâtiment, tu as beau l'avoir bien construit, s'il n'est pas entretenu, s'il n'est pas utilisé, au finish, il est abandonné. D'où les expressions qu'en fait j'ai voulu ressortir sur mes photos. Des tables-bancs, des portes cadenassées, des tables-bancs délabrés, abandonnés, etc. Donc c'est vraiment dommage. J'ai été vraiment dégoûté. C'est une école que je ne connaissais pas du tout, que je dépassais tous les jours et que je ne connaissais pas. Mais quand je suis entré la première fois, ça m'a beaucoup marqué. Et à chaque fois que j'y suis retourné, en fait, je suis tombé sur des gens qui m'ont raconté des histoires sur l'école qui m'ont encore plus marqué. Cette installation est intitulée Réappropriation de l'espace public. C'est en fait une réflexion autour d'un bâtiment qui est
la maternité de l'hôpital de Dantec qui vient tout juste d'être rénovée. Et avec ce projet, il fallait réfléchir, prendre le temps de réfléchir et de voir comment faire pour s'approprier du bâtiment. Mais moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir l'autorisation d'intervenir dans le bâtiment. Donc j'ai essayé d'interpréter selon ma vision, selon ce que j'ai vraiment communiqué à travers cette installation. Là, en fait, c'était une association entre un artiste et un bâtiment de la ville de Dakar, un bâtiment remarquable, là en l'occurrence le château d'eau des Madeleines. Donc l'idée, c'était de parler de l'eau, de montrer qu'une ville de 4 millions d'habitants comme Dakar, là où elle grandit, il y a une relation à l'eau qui est obligatoire, évidente et qui tend à être oubliée aujourd'hui. Et il y avait un petit peu une envie de l'exhumer, de la montrer. Donc moi je suis architecte, j'ai envie de faire un bâtiment qui le montre. Pour le montrer, je voulais faire un bâtiment qui pousse et sur lequel on voit clairement l'eau tous les jours s'écouler, quoi. C'était beaucoup de donner à voir l'architecture aux Dakarois, de montrer un peu que dans cette ville il y a des très très beaux bâtiments ou des fois des bâtiments qu'on ne connaît pas encore, on ne comprend pas encore, peut-être des fois qu'on ne trouve pas beaux mais qui sont importants et qui resteront là longtemps. Un château d'eau, je crois que tant qu'il pourra nous servir, on le gardera. Donc, nous sommes un collectif avec des artistes, des architectes, des critiques d'art, des développeurs informatiques, des codeurs. Et on a très tôt compris l'intérêt de travailler entre technologues et artistes. Tous les artistes, on le sait, ont quand même des problèmes d'économie. Alors, quelle nouvelle économie on peut créer grâce à ces outils aussi? Donc, c'est un petit peu ce que nous étudions. Dans le cadre de cette exposition particulièrement, l'architecture nous intéresse particulièrement parce que l'architecture, d'une part, c'est le patrimoine, c'est notre mémoire, que ce soit un patrimoine colonial, ça reste notre patrimoine et c'est notre histoire. Ce projet était intéressant pour nous pour commencer à lancer l'idée notamment du QR code, qui est ce petit motif donc, que vous voyez un peu partout au sol. C'est pixels, en fait, noir et blanc. Ce n'est pas une obligation que ce soit du noir et blanc, il faut qu'il y ait un fort contraste. Mais c'est une image codée et qui vous donne maintenant une histoire, qui peut parler d'une histoire, qui vous renvoie à un lien sur le réseau Internet, ou qui va vous donner une carte de visite, ou qui va vous donner un texte d'explication, qui peut vous guider aussi dans la ville. Alors voilà, c'est justement très important, très intéressant de voir comment l'art contemporain contribue à dynamiser le rapport entre l'art et les espaces publics. Justement, votre cas, comment avez-vous fait pour exposer à l'ENA, l'École nationale d'administration? Au tout début, bon, c'est une institution que j'ai prise comme cible. C'est-à-dire, par rapport à cette rupture dont je parle, c'est une nouvelle institution qui aujourd'hui nous offre de nouveaux espaces sur lesquels il est possible de monter de nouveaux projets de peinture. Et aujourd'hui, je pense que si les institutions, notamment leur administration centrale, nous permettaient d'avoir accès à ces bâtiments-là, je pense bien que la promotion de l'art serait véritablement chose aisée. Mais vous avez dû monter un dossier, comment ça s'est passé? Oui, un dossier avec l'administration centrale. Bon, comme on dit, le drame avec cette administration centrale, c'est que quand vous écrivez un courrier, il n'y a pas de répondant. Donc, ça risque de prendre énormément du temps pour qu'au moins le fondé de pouvoir puisse statuer sur votre cas. Parce que ce projet-là, il est nouveau. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir de pareilles œuvres à leur sein. Et en ce sens, ça pose problème
au niveau de l'approche. Et les œuvres leur appartiennent ou bien vous leur avez prêté? Comment ça se passe? Pour le moment, l'objectif, c'est d'essayer de faire de sorte que les institutions puissent avoir des œuvres d'art dans ce qu'on appelle leur patrimoine. Alors, le projet dans sa globalité est intitulé « Intégration d'œuvres d'art dans le patrimoine bâti de l'État ». La loi du 1%, c'est ça ou bien... Oui, la loi du 1%, bon, ça, c'est une création de Senghor, mais malheureusement qui n'a jamais été appliquée. Et aujourd'hui, peut-être qu'on ne demanderait pas 1%, mais quelque chose qui tournerait autour de 15 ou de 20%. Alors, Sadia, en parlant du président Senghor, votre première exposition a coïncidé avec sa mort. Donc, l'exposition s'intitule Cris du continent. Et sachant que Senghor a été le premier à avoir invité Pablo Picasso au Sénégal en 1972, et sachant également que vous êtes né après le premier festival mondial des arts nègres, alors comment avez-vous vécu cette expérience ou bien cette disparition? Bon, la disparition de Senghor fut une perte énorme pour toute la communauté des artistes. Et le fait d'avoir invité Pablo Picasso à Dakar fut aussi un événement grandiose pour la communauté des artistes. Et peut-être que j'étais encore très jeune, je n'avais pas suivi de très près, mais je sais que ça s'est passé au musée Dynamique. Mais le musée Dynamique aujourd'hui, la justice nous l'a piqué. Donc, quelque part, il y a une injustice que l'actuel régime ou l'actuel président devrait corriger. Parce que ce musée-là était destiné aux artistes africains, les peintres et les sculpteurs. Mais malheureusement, nous l'avons perdu. Alors, combien d'expositions avez-vous organisées jusque-là et quel était le feedback? Bon, disons que ma première exposition, je l'ai fait avec un ami, Amadou Thiam, ex-sénateur, que je salue et que je remercie au passage, en 2001. Et en 2001, j'ai fait ma première exposition à Tokyo. Et en 2007, j'ai fait une exposition à Tokyo et une exposition à Hiroshima. Alors, Sadia, pensez-vous que les actions entreprises pour la promotion de l'art, je pense à la Biennale, au FESMAN, ouvrent une brèche à un avenir meilleur des artistes? Bon, disons que ces manifestations internationales, normalement, devraient ouvrir des brèches aux artistes. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Le FESMAN a été une très belle initiative, mais très mal organisée. Une manifestation comme la Biennale, bon, souvent, ne profite pas à des artistes comme moi, parce qu'il est rare que j'y participe. Pourquoi dites-vous que ça a été mal organisé, vous n'y avez pas participé non plus? Oui, parce que le FESMAN, dans sa conception, je trouve que les artistes locaux n'ont pas été associés. Or, si on organise une manifestation comme le FESMAN, c'est pour d'abord relancer ce qu'on appelle les beaux-arts. Et il y a une nuance entre les beaux-arts et les arts. Quand on parle des beaux-arts, il s'agit de peinture, sculpture et architecture. Et le FESMAN devait tourner autour de ces trois disciplines. Et maintenant, les arts viendront sur la périphérie. Mais l'objectif du FESMAN devait être la relance, sinon la promotion des beaux-arts, surtout de la peinture et de la sculpture. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas voulu y participer? Ah non, mais comment y participer à une manifestation où je ne me retrouve pas? Ce qui m'amène à vous demander, en fait, quelles sont les perspectives, selon vous, pour l'art africain? Bon, peut-être l'art africain en général, la peinture en particulier. Bon, comme je suis au Sénégal, je ne peux parler que de ce qui se fait ici. Mais en tout cas, pour relancer la peinture ici, il nous faut des projets ou à la limite des méga-projets. Ce que j'appelle le projet, c'est ce que je suis en train de faire avec l'ENA à titre individuel. Ce que j'appelle méga-projet, c'est ce qu'il est possible de faire de façon collective avec toute une communauté d'artistes et, par exemple, choisir une manifestation comme Afrique City qui doit se passer en décembre 2012 avec la mairie, réunir la communauté des artistes peintres. Je dis bien, hein, des artistes peintres, pas des artistes. D'accord. Des artistes peintres et ensemble voir comment peindre toute la ville de Dakar. Alors donc c'est votre projet futur alors? Oui, un futur projet qu'on pourrait appeler le tsunami pictural. Alors Sadia, la femme est souvent représentée dans vos toiles et ce dans diverses situations. Alors si vous aviez un pinceau magique, que leur offririez-vous? Ce que je leur offrirais, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, je crois que les hommes ont suffisamment fait des démonstrations d'incompétence et je pense qu'il est l'heure actuellement de mettre la femme au pouvoir pour voir au moins. Parce que bon, souvent on me dit pourquoi je peins par exemple des femmes lutteuses. Bon, je voudrais simplement faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on est lutteur dans le métier qu'on exerce. Comme ici on dit à Wolof, ce métier est d'un beurre.
Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des femmes, mais qui sont plus perspicaces que les hommes et à qui on n'offre pas des postes de responsabilité. Alors Sadia, en attendant que les femmes aient le pouvoir, nous on va regarder une exposition qui s'est tenue à la Galerie Le Manège où 14 artistes ont exposé sur les conditions de la femme, les violences faites aux femmes et aux filles. Alors je trouve que c'est un sujet intéressant que nous allons regarder ensemble. Je suis le directeur du Réseau africain de l'éducation pour la santé, qui est une ONG sénégalaise qui a été créée en 2004 et qui utilise les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire la télévision, la radio, Internet, le téléphone portable, tout ce qui est information et communication pour renforcer les programmes d'éducation, de santé et de citoyenneté en Afrique de l'Ouest. Artwork for Change, qui est notre partenaire, est une ONG américaine qui organise depuis 2 ans une très très belle exposition qui s'appelle Hors des sentiers battus en français et qui rassemble plusieurs dizaines d'artistes de très grande renommée internationale. Et ils voulaient organiser une exposition similaire en Afrique pour que l'art contemporain ne soit pas seulement au bénéfice des populations du Nord, mais puisse être aussi accessible aux populations du Sud. Ils ont choisi Dakar, qui est une des capitales artistiques en Afrique, pour commencer ce projet. Mais on a décidé de faire une exposition qui puisse aussi être reprise par des artistes locaux pour amener vraiment, continuer cette exposition itinérante, mais avec un point de vue africain. J'ai présenté des œuvres de la série des bêtises humaines qui a pour fondation le remède de l'homme c'est l'homme, Nit Nit et Garabam. Donc je dénonce la violence sous toutes ses formes et c'est une invitation au respect de la personne humaine et de ses droits. La fonction primaire de l'art pour moi c'est la subversion, mais subversion dans le sens positif. Je crois que c'est la subversion qui fait bouger les choses, ça mobilise parce qu'on sort des sentiers battus. C'est pourquoi j'aime bien le titre de cette exposition-là. C'est une autre façon de sensibiliser, en passant par l'esthétique, en parlant directement au sens. Notre objectif, c'est promouvoir l'éducation des filles, faire tout pour assurer leur maintien à l'école, leur réussite et évidemment qu'elles excellent. Parce que nous mettons en place ce que nous appelons des clubs d'excellence au niveau des établissements. Nous avons des programmes aussi qui tenant compte de ce que nous appelons l'approche-genre, parce que nous enseignons des modules sur la pédagogie qui intègre les genres à l'école et nous sommes dans les 14 régions du Sénégal. Ce que j'aime le plus, c'est le corps, parce que je trouve que c'est quelque chose de très vivant, de très fort. Donc j'ai commencé par la gestuelle du corps et maintenant j'aboutis un peu, j'axe mon travail actuellement sur les visages, parce que les visages c'est vraiment le siège des expressions. Travailler sur un thème pareil, on ne peut pas ne pas travailler avec beaucoup d'émotivité. Parce que en tant que femme, parce que c'est une violence faite aux femmes, je trouve que ça me touche, ça m'interpelle. Et ensuite, en tant qu'artiste, ce que je peux faire, c'est de lâcher ma colère à travers le pinceau. Sakura, qui est une fondation basée en Angleterre et qui vise surtout à s'imposer dans le social. Aujourd'hui, la raison de notre présence ici dans cette exposition, ce serait plutôt de vous présenter des photos que l'on a réalisées avec GisGis, une entreprise. Qui traduit un peu l'itinéraire journalière d'une jeune fille qui s'appelle Fatou. Nous avons choisi la ville de Mekhe pour aller voir un peu sur place ce qui se passe. Et c'est vrai que le spectacle était un peu désolant parce que c'était dans un cadre vraiment triste, avec des moyens qui ne suivent pas. Et c'est vrai que c'est aussi des jeunes enfants qui expriment vraiment la volonté de rester à l'école. Mais ce n'est pas évident, les moyens ne suivent pas. Donc nous, notre fondation Sakura, justement,
à les accompagner un peu vers cette lancée-là. Alors Sadia? Je trouve que c'est une très bonne initiative à encourager et je profite de l'occasion pour féliciter tous mes amis artistes qui ont participé à cette manifestation. Alors nous vous remercions, merci d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je vous dis au revoir. Si vous voulez retrouver cette émission, rendez-vous sur www.facebook.com/ZartsAfrica7. Tout simplement appelez pour laisser vos messages au 88 628 28 77 et tapez 10 ou envoyez par SMS ZARTS espace votre message au 26 026.